Bonjour à toutes et à tous, la musique est bien plus qu'un divertissement, elle est une mémoire, une identité et parfois même un puissant outil de transformation sociale. Notre invité est l'un des grands artisans de cette aventure culturelle sur le continent africain. Diplômé de la prestigieuse école HEC Paris, directeur général de Soun à Dakar, c'est l'un des acteurs incontournables de la musique au Sénégal. Au fil de sa carrière, il a accompagné des artistes de renommée internationale tels que Angélique Kidjo, Salif Keita, Positive Black Soul, Les Têtes Brûlées et bien d'autres. Il a également rejoint Africa Fête, une organisation créée autour de la vision du regretté Mamadou Konté, dont nous célébrons cette année les 20 ans de disparition. Monsieur Lagoyette Vincent, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Je vais très bien et vous? Moi aussi, merci beaucoup. Super, alors c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Impatient de savoir ce qui va se passer. Super, merci. Alors sans plus attendre, nous allons rapidement passer à la toute première question. Vous êtes diplômé de l'école HEC Paris. Actuellement, vous êtes PDG, vous êtes le DG, d'accord, de Soun à Dakar. Ce parcours, dites-nous, quel a été le déclic qui vous a conduit à consacrer la totalité de votre carrière à la musique africaine? Alors déjà, moi, je suis arrivé aux musiques africaines par la scène. Okay. En clair, j'ai organisé des concerts dans cette école HEC Paris, Okay. où je m'ennuyais un peu à l'époque. Et donc, j'ai demandé à un ami qui s'appelait Georges Leton, qui était notre prestataire en son et lumière, de me conseiller sur une personne qui soit un agent ou un représentant d'artiste qu'on pouvait programmer. Et donc, il m'a orienté, donc ça c'était en 85, je pense me souvenir, il m'a orienté vers Mamadou Konté, que je ne connaissais pas du tout, et avec lequel j'ai fait un concert d'un joueur de kora, mon souvenir, qui s'appelait Lamine Kanté, si je me souviens bien, donc sur le campus d'HEC, okay, pour les élèves d'HEC. Donc c'est comme ça, parce que Mamadou et moi, on s'est appréciés, en tout cas je le pense, que nous avons commencé un compagnonnage qui a duré jusqu'à son décès en 2007. Et donc, vous qui êtes dès le début avec cette communauté africaine en France, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de la musique africaine? Ce qu'il y a, c'est que les choses ont beaucoup évolué, il faut garder l'esprit agile. Donc en clair, à l'époque, la problématique était d'introduire des artistes africains sur les marchés occidentaux, okay, et de travailler avec les maisons de disques, les major compagnies, pour certains d'entre eux, pour permettre de rendre leur musique accessible. Et pour rendre leur musique accessible, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Okay. Ça a passé par le fait de signer un contrat de licence ou de distribution ou d'artiste avec un opérateur musical qui devienne le partenaire pour presser les CD, les mettre à disposition dans les magasins, etc. Maintenant, on se retrouve un peu dans la situation inverse, où nous sommes sur le continent africain, et on constate aujourd'hui qu'il y a des courants musicaux africains qui sont devenus mondiaux. C'est-à-dire quand vous prenez l'amapiano en Afrique du Sud ou l'afrobeats avec S en Nigeria, ce sont deux courants musicaux qui se sont imposés au niveau mondial et dont les artistes tournent et font les plus grandes salles dans le monde. Donc l'Afrique, au travers de ces courants, montre qu'elle peut elle aussi devenir un opérateur musical d'importance et avoir sa place au niveau international sans aucune discussion possible. Donc Internet a joué comme un facteur d'accélération et permet à l'Afrique de s'imposer maintenant et de mieux exploiter sa richesse culturelle qu'à l'époque où c'était plus compliqué, parce que le business de la musique était entre les mains des Blancs, que c'était compliqué pour eux de discerner une valeur quand on parle de hit, de tube dans des titres de musique africaine, ou de les imposer, ou de savoir comment faire pour bien les faire écouter. Donc tout a changé. C'est plus du tout les mêmes paramètres, le même environnement, ça a vraiment changé. Du coup, il y a eu des progrès. Vous avez été quand même à un moment donné acteur, j'ai envie de dire une passerelle, vous avez accompagné. Non, je suis toujours. Le problème n'est pas
Le problème, c'est juste aujourd'hui, vous avez des artistes français ou européens qui sont d'origine africaine, qui sont basés quand vous avez Niska, Franglish ou autres qui viennent faire des tournées ici, sur le continent africain. Vous voyez bien que ce sont des artistes à la base nés en France, mais qui se reconnaissent quand même dans les pays africains dont sont originaires leurs parents. C'est comme Gims, c'est comme Oui, il y Singla et autres. en a Il y en a tellement. des tonnes. Il y en a Kamura, Theodora, Bien sûr. Ronisia, etc., etc. Donc Damso, il y en a à gogo. D'ailleurs, le business de la musique en France maintenant est majoritairement impacté par les musiques urbaines noires. Donc c'est eux la vraie puissance économique du business de la musique en France. Donc tout a changé. Moi, à mon époque, c'était Johnny Hallyday qui tenait le haut du panier, ou avec Jean-Jacques Goldman, etc. Oui. Donc vous voyez bien que le profil des musiques, même qui assure la profitabilité des maisons de disques françaises, a considérablement évolué. D'ailleurs, même les opérateurs, maintenant, vous avez des labels comme Believe ou autres, qui se sont imposés aussi comme étant des opérateurs d'importance dans l'exploitation des musiques noires. Mais c'est tellement intéressant de vous entendre, vraiment. Vous avez quand même collaboré avec plus d'un des artistes à travers la planète. Je vais citer d'ailleurs la béninoise Angélique Kidjo. Il y a également Salif Keita. Et quelle a été quelle collaboration vous a le plus marqué et pourquoi? Non, il faut que vous compreniez d'abord que ça a toujours été un travail d'équipe. Okay. Donc ce dont vous venez de parler a été fait au travers d'Africa Fête. Okay. Donc en clair, Africa Fête, son leader était Mamadou Konté. Moi, je m'occupais en général plus spécifiquement de ce qu'on appelle le business affairs. Donc le fait de parler à des partenaires pour négocier des contrats et les meilleurs pourcentages possibles, les meilleures conditions de commercialisation possibles pour les œuvres des artistes. Donc oui, Angélique Kidjo par exemple, nous sommes intervenus, Mamadou d'abord est intervenu comme directeur artistique dans la réalisation des premières maquettes d'Angélique Kidjo, en ayant dès le départ dans l'idée de réaliser, je ne me souviens plus du nombre de chansons, mais un certain nombre de chansons pour être présentées à Island Records, donc à l'équipe d'Island, okay, dans l'espoir d'être signé. Donc il s'avère qu'à cette occasion-là, nous avons réussi, entre guillemets, notre coup, grâce au talent d'Angélique et de son équipe aussi. Oui. Donc à cause du talent, je crois qu'on ne dit pas grâce. Donc dans tout ça, bon, à un moment donné, ça a été aussi le fait d'être à Paris, quand Paris était devenu le hub, la capitale mondiale des musiques africaines. Donc tout artiste africain à un moment donné qui arrivait à Paris est passé par nos modestes locaux d'Africa Fête. Oui. C'est-à-dire nous n'étions pas riches, mais nous étions très connus. Donc en général, un artiste africain d'importance sur le continent qui arrivait à Paris finissait à plus ou moins brève échéance par venir nous voir. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on a beaucoup collaboré. Alors Africa Fête, puisque vous en parlez, il a été créé en 1978 bien sûr par Mamadou Konté. Vous avez rejoint donc Africa Fête plus tard. Et quelles ont été les ambitions de départ? Et par rapport à aujourd'hui, est-ce que les objectifs alors sont atteints? Non, à la base d'Africa Fête était une organisation militante. Ok. De défense des intérêts des travailleurs africains immigrés en France. En France, oui. Voilà. Et notamment sous l'axe des conditions de logement, travailleurs africains qui occupaient des fonctions ou qui faisaient des boulots que ne voulaient plus faire les Français ou qui étaient des boulots précaires? Non, pas forcément précaires, c'était des boulots trop durs. En clair, quand toute la journée vous montez, vous faites le même geste, pour donc monter une bagnole oui. ou des choses comme ça, c'est pas des boulots faciles physiquement, vous vieillissez plus vite, oui. etc. Donc il y a des Français qui les faisaient, il y a des Africains qui les faisaient, balayer les rues, ramasser les ordures, etc. etc. Donc le soir,
ils rentrent dormir dans des foyers qu'on appelait à l'époque les foyers Sunakotra. Les conditions de vie étaient déplorables. Donc à l'époque, Africa Fête, l'idée de Mamadou Konté et de ses camarades, c'était de créer des grands événements culturels autour de la musique. À l'époque, il y avait des artistes français qui étaient politiquement impliqués, comme Bernard Lavilliers, François Béranger ou autres, et les faire jouer avec les vedettes de l'époque, les premiers artistes africains qui commençaient à monter, d'abord underground au niveau des communautés, puis petit à petit en se faisant connaître. Donc Manu Dibango qui avait déjà fait son hit, mais vous aviez aussi des artistes sénégalais comme Khalam, des artistes algériens, marocains, etc. quoi. Youssou N'Dour, c'était un peu plus tard. Youssou N'Dour, je crois que la première tournée qu'on a organisée de Youssou N'Dour, que Mamadou a organisée, c'était en 84 pour l'album Immigré. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre qu'à l'époque, c'était la consommation musicale devait passer par le filtre de décisionnaires qui travaillaient dans des maisons de disques. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout un chacun peut faire de la musique qu'il propose sur Internet et les internautes sont les juges arbitres. Est-ce qu'ils vont adopter, amplifier le mouvement par le buzz en faisant tous des vidéos sur TikTok, en regardant les clips sur YouTube, etc., etc. Donc c'est devenu une autre manière de diffuser la musique et de la faire consommer. Donc les deux périodes ne sont pas vraiment comparables. C'est devenu un autre monde. Mais pour vous qui avez vu plusieurs générations d'artistes passer, et je veux aborder la question des carrières durables. C'est quoi le secret, selon vous, d'une carrière musicale durable ? C'est le talent et l'authenticité. Je pense que déjà, il y a beaucoup de personnes qui font de la musique qui ne sont pas forcément des artistes. D'accord ? Pour être artiste, il faut avoir une vision du monde. Il faut avoir un talent, une envie irréductible de faire ça. Okay. Et puis, c'est une vision du monde, de la musique qu'on va transmettre aux autres. Donc, il y a beaucoup d'intervenants dans la musique qui ne voient pas cela comme ça. Par exemple, sans que ce soit péjoratif, vous pouvez avoir des influenceurs qui décident d'exploiter leur marque, aussi sur le secteur musical pour on va dire, nourrir leur notoriété par des contenus. Donc ça, ce n'est pas forcément une démarche artistique, d'accord ? Ça peut être des opportunités, Ça peut être pousser une chansonnette, mais ils ne voient pas ça comme une carrière. C'est à un moment donné, ils vont faire une chanson pour surprendre leurs fans, un passe-temps, etc. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui se font de manière fast-food sur Internet. Donc, on a le droit de s'amuser aussi. En clair, des chansons de variété. Le monde est compliqué. C'est dur, donc se divertir, c'est plus facile de faire de la musique, donc c'est plus facile de créer des chansons pour le fun, etc. etc. Tout n'est pas comme à l'époque où c'était un process qui était lourd financièrement, où on devait louer de grands studios pour enregistrer, et ça mettait en jeu toute une équipe, des process industriels, presser des CD coûtait cher, tout ça. Donc il fallait vraiment réfléchir, est-ce que ça vaut le coup ou pas, quoi. C'est comme la photo. Avant, vous aviez une pellicule un nombre de poses limité, donc vous deviez bien calculer avant d'appuyer sur le bouton. Maintenant, on s'en fout, quoi. On s'en fout, illimité, c'est... Voilà, exactement. Donc à un moment donné, ça crée peut-être certes plus de contenu, mais il y a aussi plus de choses qui ne sont pas vraiment signifiantes, quoi. Donc, et encore une fois, je pense qu'on est passé d'une certaine rareté de contenu au niveau des musiques africaines à une abondance. Moi, personnellement, je n'arrive pas à tout écouter. Il y en a énormément, c'est énorme. Donc il faut juste savoir, si on doit donner quelques chiffres, qu'il y a environ 200 000 titres de musique chaque jour qui arrivent sur les plateformes. 200 000, c'est énorme.
si je ne me trompe pas. Et là-dedans, vous avez notre ami intelligence africaine, IA, et donc non pas intelligence africaine, il y a l'intelligence africaine et il y a l'intelligence artificielle. Ok, donc L'intelligence africaine. voilà, ça c'est autre chose encore. Donc l'IA représente environ 40% de ce chiffre. Donc chaque fois, C'est énorme ça. 80 000 titres. Alors, moi personnellement, je ne m'occupe pas d'IA, je m'occupe des êtres humains qui font de la musique. Et si possible, des êtres humains qui en écoutent. Ce n'est pas mon secteur d'activité. D'accord, mais puisque vous en parlez, est-ce que l'IA aujourd'hui n'est pas quelque part une menace ou ça ne fait pas partie Non, des grands défis ce n'est pas une menace. Au contraire, je pense que ça va raffermir les vrais artistes. En clair, la dimension humaine va prendre de plus en plus d'importance, la créativité aussi, Oui. l'authenticité aussi. Et après, en clair, ceux qui savent tenir un public sur scène, chanter, être passionnant, offrir des fans d'expériences vraiment passionnantes, sont ceux qui vont de plus en plus être mis en valeur. Au contraire, moi je crois beaucoup au Made by Human dans un avenir très proche, parce que déjà, les gens se lassent des visuels faits par des IA. Je sais pas, moi je vois, quand vous voyez des pubs ou des flyers faits en 3 colonnes avec les icônes habituelles de calendrier, de localisation, tout ça, bon, ça banalise. Donc les morceaux d'IA sont trop parfaits. Il n'y a pas de feeling. Il faut bien vous dire, c'est des modèles mathématiques qui font de la musique de manière statistique. Donc ils ne connaissent pas l'amour, ils ne connaissent pas la mort, ils ne connaissent pas la joie, ils ne connaissent pas l'optimisme, la tristesse, la drague, ils ne connaissent rien pas de de tout ça. sentiments. Non, rien de tout ça, rien d'humain. Donc après, chacun voit où mettre son curseur, quoi. Moi, je m'occupe des êtres humains. D'accord, parfait. Alors, vous avez évoqué encore une fois Mamadou Konté et j'ai envie de revenir parce que bientôt, vous allez célébrer, si nous allons célébrer les 20 ans de sa disparition. Et que pensez-vous de l'héritage qu'il a légué? Est-ce que cet héritage continue d'inspirer la nouvelle génération? Mamadou Konté, oui, le 20 juin 2027, ouais, nous Bien allons sûr. fêter ces 20 ans de sa disparition. Son héritage, pour moi, ce sont des valeurs. Et ces valeurs sont appelées à évoluer avec le temps. Parce que 2027 n'est pas la même chose que 2007. Donc Mamadou Konté était particulièrement vigilant dans le fait de développer une vision humaniste du monde, donc centrée sur les êtres humains, et était particulièrement vigilant au fait de maintenir un dialogue entre les cultures. D'accord? Donc, en clair, pour Mamadou, tout en étant tout à fait conscient des problématiques qu'il y a pu avoir au temps de colonies, ok, puisqu'il est indéniable que les pays européens, notamment, doivent une partie de leur prospérité actuelle à des phases d'exploitation du reste du monde, ok. Sans ignorer cela, néanmoins, les couleurs de peau n'ont pas d'importance. Normalement, les cultures, les différences dans les cultures non plus ne doivent pas empêcher un dialogue. Et il faut préserver la diversité. Donc Mamadou a toujours cru à ça, tout comme il a toujours été particulièrement vigilant au fait de promouvoir des nouveaux talents. D'accord? Donc, quand vous prenez cette vision du monde, je trouve qu'elle est toujours extrêmement d'actualité. Et surtout à une époque où peut-être chaque pays se recroqueville sur lui-même. D'accord? Et chaque pays devient une sorte de collectif qui pense que rien ne se passe à côté ou que c'est lui en premier, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut être vigilant sur ça. Notamment, bon, moi, je suis un immigré français en Afrique, je vis depuis longtemps au Sénégal. Donc, je dois dire que comparé à ce que fait mon pays par rapport aux immigrés africains, j'ai beaucoup plus de chance que les immigrés africains en Europe, okay, parce que ça a toujours été facile et un bon accueil pour moi. Déjà, c'est un point qu'il faut noter. Et puis l'autre élément, c'est que quand on est en Afrique, on peut avoir l'impression d'être dans une prison, quoi, puisque
peu à peu, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des visas. Même pour nos artistes, circuler n'est pas facile. Donc à un moment donné, il est important aussi que l'Afrique trouve sa propre vision et sa propre logique de développement. Parce que à un moment donné, peut-être qu'il ne s'agit pas de tout faire comme les Blancs, quoi. On a peut-être d'autres atouts à mettre en avant, d'autres manières d'être ensemble. Parce que moi, qui est un peu quand même si je n'y suis pas souvent, qui ai passé une bonne partie de ma vie et qui suis un produit de l'enseignement supérieur français, en l'occurrence, bon, il n'est pas juste de dire qu'en France, le collectif humain, même s'il y a tout pour être heureux, mais beaucoup d'individus n'y sont pas heureux. C'est-à-dire, en clair, si l'argent fait le bonheur, normalement, ils devraient tous être heureux. Tout le monde, voilà. Ok, mais ce n'est pas vrai. Ils sont stressés, ils sont seuls, d'accord. Les hommes ne parlent plus aux femmes, etc., etc. Il y a beaucoup de problèmes dans les sociétés françaises. Donc, c'est peut-être pas intéressant pour les sociétés africaines de tout faire comme les sociétés occidentales si on sait d'avance qu'il y a des choses qui ne marchent pas chez eux, quoi. Donc moi, c'est un peu ce qui m'interpelle à l'heure actuelle, parce que je vois dans toutes les grandes mégalopoles africaines de grands immeubles, des HLM, où les gens vivent empilés les uns sur les autres, etc. Des fois, je me dis, est-ce que ça correspond aux manières de vivre des populations africaines, aux logiques de la famille, à la manière d'être ensemble, etc., etc. Et puis l'autre point qui m'inquiète, ce sont les écrans. C'est-à-dire tout professionnel qui travaille dans les technologies numériques va veiller à ne pas laisser un smartphone entre les mains de son enfant. Parce que de manière cognitive, ça transforme le cerveau, quoi. Ça agit sur le cerveau. Voilà, c'est ça. Or, moi, quand je rentre dans une cour en Afrique, maintenant, je dis bonjour et je n'ai que des nez dans des smartphones. Ok, et quand on me répond, on ne lève seulement pas la tête du smartphone. Ok, ou quand je vais au restaurant avec des amis, peut-être qu'à un moment donné, on va se retrouver tous le nez dans nos smartphones. Donc à un moment donné, pour moi, ça, c'est peut-être plus dangereux que beaucoup de choses. Parce que ça devient, non pas que je sois contre le progrès, mais peut-être il y a d'autres manières de gérer les écrans. Donc ça, c'est aussi... Et pourtant, je travaille là-dedans, mais c'est quelque chose, on voit ça fait pas que de bonnes choses à l'Afrique, quoi, je trouve. Merci, monsieur Vincent. Vous êtes en Afrique depuis un certain temps déjà. Ça fait combien d'années que vous êtes installé au Sénégal? En vrai, sans repartir en France, j'ai fait 2 périodes entre 97 et 2001, et entre 2010 et aujourd'hui. Je vais très rarement en France. Wow, parce que l'Afrique, c'est une terre d'accueil. C'est juste que des fois, j'ai des concitoyens qui peuvent avoir le mal du pays. Ok. Et moi, je ne l'ai pas. Surtout quand je vois l'extrême droite française, des choses comme ça, il y a des trucs qui ne m'interpellent pas du tout mon pays. Et ça ne vous donne pas envie de repartir Non, je pense que malheureusement, vous allez devoir trouver une place dans un cimetière pour moi. Alors, vous êtes PDG, vous êtes le DG, j'allais dire, vous êtes pas DG. PDG parce que dans ma société, il n'y a pas de place, le statut de PDG n'existe pas. Donc, je suis directeur général, fondateur, directeur général d'une petite entreprise. Je suis comme tout le monde, c'est pas facile de s'en sortir. Eh bien bon, on va parler de cette entreprise très rapidement. Mais ce que vous faites. Soon est un opérateur qui travaille dans la musique et l'audiovisuel. Et nous conseillons dans le domaine de la stratégie de diffusion et de monétisation de contenu. Donc de séries TV, par exemple, où on a un partenaire de référence qui est la société Eventprod, que peut-être certaines personnes ici suivent sur YouTube. Donc ce sont des grosses séries qui peuvent faire 3, 4, 5 millions de vues par épisode, où la consommation de ces séries a été totalement délinéarisée. C'est-à-dire les gens, en clair, au Sénégal, Internet ne coûte plus très cher. Donc tout le monde consomme les séries TV principalement sur Internet. Pourquoi ? Parce que ça permet de revenir sur des séquences, ça permet aussi de faire des commentaires. C'est une autre manière de regarder la télévision. C'est devenu un secteur qui a trouvé une logique, un business model qui
qui commence à tenir le choc, même si ce n'est pas facile. Mhm. Et après, de l'autre côté, je continue mon métier dans la musique, dans les musiques populaires sénégalaises, mais aussi en Guinée, Ok. mais aussi au Bénin, où je collabore encore avec mon camarade Djibi Doubo, Oui. dont un single sort demain. Ah oui, Ah dis-lui d'abord. ouais. Sortons un single demain de Djibi Doubo et Tilda aussi. Par exemple, ce séjour-là, Tilda. je suis au Bénin à l'invitation du Bambou Numérique. Ok. Ok, notamment parce que je m'occupe de l'artiste Tilda, qui est un jeune talent béninois, Bien sûr. une jeune chanteuse béninoise, mais qui a aussi des origines réunionnaises, donc françaises, Mhm. ok, et qui vit au Bénin depuis 8 ans, dont le père est béninois, mais qui est en train d'apprendre à parler fou. Ça, au final, ce n'est pas facile de gagner de l'argent sur Internet. Mhm. C'est pour ça, je pense qu'il est important que les artistes aient conscience de l'importance de créer des fan expériences au travers des concerts et puis d'autres idées qu'ils peuvent avoir pour trouver des flux de revenus complémentaires à l'argent, au petit argent qu'on gagne dans le numérique. Donc, juste pour que ce soit clair, le numérique, pour vraiment gagner de l'argent, il faut être à l'échelle millions, dizaines de millions de vues, de streams, etc., etc. Parce que les sommes, notamment quand vous êtes en Afrique, que vous gagnez, sont assez réduites. Inférieur à la rémunération quand on est de l'autre côté en Europe. Non, c'est juste qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de rémunération standard, puisque c'est une répartition en général de revenus publicitaires. Par zone, ok. Donc, par exemple, quand vous me demandiez l'intelligence artificielle tout à l'heure, moi, je vois l'intelligence artificielle comme une réduction de mes revenus. Parce que, par exemple, imaginez que les chansons d'intelligence artificielle représentent 10 ou 20% de la consommation musicale sur Spotify. Spotify répartit l'argent au pourcentage écouté de votre catalogue. Donc, si 10-20% de la musique écoutée sur Spotify vient de l'IA, ça veut dire que mes revenus vont être réduits de 10-20%. Moi, je ne suis pas du tout un fan de l'IA. Vous travaillez avec des humains carrément. Non, ouais, moi je travaille avec intelligence africaine et des artistes bien humains, jusqu'à présent. Donc je travaille en Guinée aussi, avec Soulbanks, Manamba Kanté principalement. Et puis au Sénégal, on va dire que les fers de lance des collaborations de Soun dans le domaine musical sont des artistes comme Mia Guissé, que vous avez eu l'occasion de voir au Bénin, je pense. Je l'ai vu en concert ici. Ou des gens comme Bastion. Bastion, vous le connaissez peut-être par une chanson « C'est pas les marabouts, c'est Dieu ». Une chanson qui faisait ça, qui a eu un peu de succès au Bénin d'après ce que j'ai vu dans les statistiques. Ok. Donc ça, c'est deux artistes qui peu à peu se régionalisent et qui laissent espérer que avec les nouvelles générations de talents venant du Sénégal, on arrive à trouver des logiques économiques qui restent difficiles. Et je pense que d'après les discussions que j'ai pu avoir ici au Bénin, le Bénin aussi fait le même constat et va à son niveau trouver des solutions pour que ces artistes vivent mieux. Ce n'est pas facile. C'est pas du tout facile et nous n'allons pas terminer cet entretien sans aborder effectivement les défis que rencontrent aujourd'hui les artistes, que ce soit au Bénin, ailleurs, en Guinée. Vous avez travaillé bien sûr avec les artistes en Guinée, au Sénégal aussi. Alors, quelles sont les difficultés surtout Le défi, c'est de gagner son argent pour payer son loyer, son électricité et avoir quelque chose à manger dans l'assiette. Ce n'est pas facile. Alors ça vient par, je pense, il faut conscientiser le public sur le fait que maintenant, streamer la musique nous coûte plus très cher, quoi. Donc en clair, je vais parler pour le Sénégal, je ne connais pas la situation au Bénin, mais au Sénégal, vous pouvez vous abonner sur Apple Music pour maintenant, je pense 2500 francs CFA par mois. Ça vous donne le droit de mettre 6 membres de votre famille ou des amis sur un compte Apple Music. Donc en clair, ça veut dire que au Sénégal, consommer mensuellement une plateforme qui offre des dizaines de millions de titres, ça coûte moins cher qu'un sandwich. Donc petit à petit, je pense que si le public africain, et puis avant on disait on ne peut pas payer,
parce qu'ils n'acceptent que les cartes et tout ça, mais maintenant, vous vous retrouvez avec des plateformes au Sénégal comme Wave, comme Orange Money, donc ici vous avez Momo, c'est ça, MTM Momo. C'est ça, Momo. Et puis ici. peut-être d'autres systèmes de mobile money qui ont tous des cartes de paiement attachées au compte, des cartes virtuelles, et donc avec lesquelles vous pouvez payer maintenant pour des services en ligne notamment les plateformes numériques. Donc petit à petit, l'écosystème, récemment, j'ai reçu un SMS d'Orange qui offre aux gens un mois de plateforme digitale si on paie avec leur carte. Donc petit à petit, ça va rentrer. Donc je pense que petit à petit, les consommateurs de musique et d'audiovisuel vont rentrer ces nouvelles habitudes de consommation. Et donc le marché africain, il faut bien que vous compreniez l'énorme potentiel du marché africain. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se lamenter, c'est dur aujourd'hui, mais si tous nos jeunes, si toutes les nouvelles générations se mettent à consommer digitalement des contenus, c'est un marché très prometteur et qui est très certainement le dernier réservoir de croissance de toutes les industries musicales et audiovisuelles dans le monde. C'est pour ça que vous voyez les multinationales comme Sony, Universal, Warner, qui sont positionnées sur le continent. Alors certes, c'est parce qu'il y a des courants musicaux qui sont devenus mondiaux, l'afrobeats nigérian, l'amapiano d'Afrique du Sud, et donc ils sont ici pour repérer de nouveaux courants musicaux qui pourraient aussi devenir mondiaux, mais c'est aussi parce que localement, nous sommes avec des marchés à énorme potentiel. Où est-ce que vous avez dans le monde des marchés où 2/3 de votre population a moins de 25 ans? Il n'y en a pas. Donc peut-être qu'au Bénin, Internet est encore cher, mais vous voyez bien que l'évolution, ça va être la baisse des prix. Et petit à petit, Internet va être de meilleure qualité, et petit à petit, les choses, tous les voyants vont passer au vert. Donc je pense qu'il faut s'accrocher, parce que le futur réserve des jours meilleurs à qui pense bien de manière globale, c'est-à-dire le digital, mais toujours en liaison avec les concerts, avec des expériences qu'on offre aux fans, qui leur permettent de véritablement vivre l'univers créatif d'un artiste. Donc c'est ça qui est, à mon avis, le challenge de demain. Et c'est pour ça que moi, l'IA ne m'inquiète nullement. Moi, je suis vraiment pas inquiet par l'IA. Okay, en revanche, je suis plus inquiet pour les gars qui font des boulots qui peuvent être totalement ou en grande partie remplacés par l'IA. Ça... Puis je suis inquiet aussi quand je vois dans nos pays des gens faire la promo de l'IA alors qu'on n'arrive pas à trouver de boulot pour nos jeunes. Je pense que c'est totalement déplacé, quoi. Il faut d'abord s'occuper à trouver le boulot des boulots pour nos jeunes avant de faire la promo de l'IA, quoi. C'est des problèmes de tout bas. C'est ça. Donc on retient que l'IA, le numérique, en même temps une opportunité, mais quelque part une menace, une toute petite menace aussi. Non, il y a des boulots. Oui, il y a des boulots. Honnêtement, quand vous êtes codeur, si vous ne changez pas votre façon de coder des logiciels, je pense que vous êtes dans les problèmes. Mais il y a des styles de boulot comme ça qui doivent évoluer, contraints et forcés. Mais il y a d'autres boulots qui... Bon, quand vous lisez des radios, par exemple, pour opérer des tumeurs cancéreuses, etc., peut-être que l'IA sera plus efficace qu'un être humain. Donc le gars dont le métier c'est de lire des radios, bon, je pense qu'à plus ou moins brève échéance, il va falloir qu'il trouve une manière de faire ça différemment. Sinon qu'il sera remplacé. Non, il va falloir que son boulot évolue. Il y a des évolutions. Moi, je pense que le monde qui arrive, moi, j'ai connu le monde sans ordinateur et sans téléphone portable. Tous les changements que moi j'ai vus, quand vous êtes jeune aujourd'hui, il faut vous dire que vous allez connaître la même chose devant vous, quoi. Donc aujourd'hui, il y a des téléphones portables, il y a des ordinateurs, mais peut-être que ça, c'est les machines à écrire que moi j'ai connues. Et donc demain, bon, très certainement, il va plus y avoir besoin de taper sur un clavier. Il va falloir parler et puis ça va taper tout seul. Et puis que ça existe déjà. Hein. Oui, je sais bien, je l'utilise. Donc je sais bien. Et toi, là, tu joues le jeune. Donc oui, il y a ça, c'est pas un problème. Mais dans tout ça, là, à un moment donné, il faut rester agile dans sa tête, quoi. Okay. Moi, ce qui m'inquiète plus, en revanche, vous avez beaucoup de peuples en Afrique qui ne sont pas très nombreux, quelques centaines de milliers de personnes, et donc qui parlent des langues qui peu à peu
sont de moins en moins usités, Mhm. qui ont des cultures qui ne sont peut-être pas adaptées à tout cela. Et donc, l'Internet balaye tout ça. Donc, en clair, à un moment donné, il va bien falloir aussi songer à préserver la diversité pour qu'il y ait beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, qui font aussi la richesse, notamment de l'Afrique, mais du monde en général, ne soient pas balayées. Parce que je pense que même au Bénin, vous pouvez constater ça petit à petit. Il y a la mondialisation impose des codes de vie, etc., etc., Justement. qui ne sont pas forcément compatibles avec la diversité. Ah, monsieur Vincent, vraiment, je suis très ému. Hein. Ému. Oui, ému Oh, en il faut même pas temps être que très, très excité par tout ce que vous dites là. Et j'ai pas envie d'arrêter cet entretien, mais là, on va devoir clôturer. Il n'y a Mais pas de avant, problème. un dernier mot à l'endroit de nos internautes, hein, ceux qui nous suivent ici. Non, non, je pense que le dernier mot en ce qui me concerne, mais je pense qu'il faut continuer à écouter de la musique, Oui. continuer à regarder des séries et des contenus, des films, etc. Oui. Et trouver des choses qui vous plaisent et vivre heureux. L'important, c'est de vivre heureux. Merci, monsieur Lagoït Vincent. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience, votre passion et votre regard sur l'avenir de la musique africaine à travers votre parcours. Nous comprenons que derrière chaque grand artiste se trouvent aussi des femmes et des hommes qui œuvrent dans l'ombre pour faire rayonner notre patrimoine culturel. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, chers internautes. Nous on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau rendez-vous. À très bientôt.